Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les États-Unis s'orienteraient désormais vers le déploiement d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies en Haïti, rapporte le quotidien américain Miami Herald. Washington aurait fait ce choix faute d'avoir obtenu l'aval d'Ottawa. Le 28e sommet ibéro-américain des chefs d'État et de gouvernement s'est ouvert ce vendredi en République dominicaine. Les questions de migration, de changement climatique, d'économie et d'intégration régionale et la crise haïtienne sont au menu des discussions. Le Canada annonce des sanctions contre 2 personnes supplémentaires. Il s'agit de l'ancien sénateur des NIP, Nenel Kassi, et de l'ancien candidat à la présidence, Steve Cowley. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Metro News. Après l'échec de leur tentative pour que le Canada prenne la tête d'une intervention militaire en Haïti, les États-Unis s'orienteraient désormais vers le déploiement d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies en Haïti, rapporte le quotidien américain Miami Herald. Washington aurait fait ce choix faute d'avoir obtenu l'aval d'Ottawa. La Maison-Blanche avait espéré que le Canada dirigerait une telle force, mais une tentative effectuée avant la visite du président Biden à Ottawa cette semaine a clairement montré qu'il était peu probable que les Canadiens assurent un rôle de leader dans ce dossier. Notons que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a proposé la mise sur pied d'une force multilatérale qui aurait obtenu l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'intervenir en Haïti à court, à moyen et à long terme. Cette intervention se serait faite en accord direct avec le gouvernement haïtien et ceux d'autres pays ayant la capacité de passer à l'offensive contre les gangs. Par contre, une mission de maintien de la paix tirerait parti d'une liste de pays contributeurs de troupes sous la supervision directe de l'ONU. Ces 2 solutions nécessiteraient cependant l'autorisation du Conseil de sécurité au titre du chapitre 7 de la Charte de l'ONU. À l'occasion de la visite du président américain Joe Biden à Ottawa pour rencontrer le chef du gouvernement Justin Trudeau, bien entendu, le dossier haïtien a été ou sera évoqué, il ne peut en être autrement. Mais dans le même temps, les Haïtiens ont voulu faire entendre leur voix en direct et pour savoir comment ça se passe, nous avons avec nous en visioconférence notre correspondant permanent à Montréal, notre ami Jean-Numa Goudou. Bonjour Jean-Numa, comment ça va? Bonjour Serge, bonjour à tous. Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des manifestations, il y a eu quelques manifestations devant le consulat américain de Montréal, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Depuis 3 heures et jusqu'à 6 heures d'ici 30 minutes, en fait, et les Haïtiens, quelques dizaines à tout le moins, sont massés devant le consulat, mais il y a quand même une dizaine de voitures de police pour assurer la sécurité du consulat général des États-Unis à Montréal. Les Haïtiens voulaient dénoncer l'ingérence américaine dans la politique intérieure d'Haïti et ont voulu lancer également un message à Justin Trudeau, le premier ministre haïtien, pour lui demander d'accompagner en fait le peuple haïtien dans sa quête de sécurité, mais de mettre fin à l'ingérence internationale. Ils ont dénoncé
le core group, qui représente selon eux une espèce de syndicat d'ambassadeurs qui décide de tout ce qui se fait en Haïti. Et ça, c'est vraiment deux messages importants, à la fois à Joe Biden et à Justin Trudeau que les manifestants ont voulu lancer. Ils ont demandé aux Américains également de faire plus d'efforts dans le contrôle du trafic d'armes et de munitions en Haïti. Leur slogan, c'était « Biden, arrêtez d'armer les gangs ». Wow. Bon, mais Jean Numa, est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction dans le fait, d'une part, de demander à l'international, disons, et aux Américains en particulier, de cesser de mettre leur nez dans les affaires intérieures d'Haïti, et dans le même temps, de demander de l'aide pour pouvoir faire face à l'insécurité. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, là? Oui, j'ai posé la question à certains leaders de cette manifestation. Ils ont dit, à travers le monde, il y a des coopérations. Un pays peut toujours aider un autre à régler un certain nombre de problèmes. Mais l'ingérence dans la politique sur la détermination d'un peuple, ça, c'est différent selon eux et qu'il faudrait arrêter ça. Et certains parlent d'accompagnement, d'aide pour accompagner la police nationale à régler la question de sécurité. Il faut dire que, Justin Trudeau, comme vous le savez, a décliné la demande américaine d'aller prendre la tête de cette mission jusqu'à présent. Hier encore, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, évoquait la possibilité d'envoyer 4000 hommes de troupes en Haïti pour aller régler la question et que les Américains sont en train de chercher, que ce soit ici au Canada, mais à travers l'OEA et la CARICOM, des hommes qui pourraient aller aider pour la question. Mais il faut dire que ça, c'était à Montréal, Serge, mais les annonces qui ont été faites par Justin Trudeau et Joe Biden ensemble, parce qu'ils viennent de rencontrer les médias, c'est que d'abord, de l'aide à la police nationale, mais aussi pour l'humanitaire. 250 millions, c'est la somme déposée sur la table par Justin Trudeau pour aider la question humanitaire, mais aussi sur le plan sécuritaire, mais pas tout de suite parce qu'il ne veut pas envoyer des troupes en Haïti. Il parle de formation de policiers, encore plus de policiers, mais ça va prendre du temps pour former ces policiers-là, mais c'est pour ça que l'argent canadien de 150 millions serait destiné pour former des policiers. Il y aurait des pays comme même africains, comme le Rwanda, qui seraient prêts à participer à cette formation, et d'autres pays comme le Canada, les États-Unis, un peu partout. Mais les manifestants aujourd'hui ont dit, oui, c'est bien beau, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il y a des gens qui meurent tous les jours en Haïti. Et de plus en plus, hélas. Oui, donc, mais Jean Numa, je ne sais pas si tu es au courant, mais le Miami Herald a sorti un article où il semble indiquer une certaine nouveauté dans l'approche américaine. Les Américains, Biden n'ayant pas réussi à convaincre Trudeau de prendre la tête de ce mouvement international, maintenant, l'administration américaine semble se diriger vers le déploiement d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies en Haïti. Ça nous rappelle des souvenirs désagréables. C'est quoi? C'est Minustabis. Oui, et non seulement ça, mais c'est depuis octobre que les Nations Unies, justement, discutent de ça. Et comme vous savez, il y a une réticence à la fois russe, mais chinoise, par rapport à cette question, qui sont 2 membres avec droit de veto sur les 15 membres du Conseil de sécurité. Absolument. Et c'est ce qui a fait en sorte que les Américains ainsi que les Canadiens ont cherché d'autres voies à travers l'OEA
et la CARICOM pour envoyer une mission là-bas. Et plusieurs pays de l'OEA, de l'Organisation des États américains, ou de la CARICOM ont déjà manifesté leur intention d'envoyer des troupes. On parle de la Jamaïque, on parle du Paraguay, on parle des Bahamas et bien d'autres pays. On parle même de pays en Afrique comme le Rwanda D'El qui pourraient envoyer Salvador des troupes. surtout, non? Oui, Salvador aussi. Mais il y a un problème à implémenter ça. Il y a un groupe de travail qui a été formé au sein de l'OEA, voilà à peu près un mois, et qui travaille sur la question, mais on n'a toujours pas de résultats. Récemment, ils ont eu une rencontre avec la présidente du HCT au Conseil de transition en Haïti, Madame Myrlane Maniga, Oui. et d'autres, l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, Léon Charles. Et ça a été une énième rencontre, mais il n'y a toujours pas de décision. Maintenant, revenir à l'ONU pour cette question. Comment est-ce qu'on va faire passer ça? Est-ce qu'il y a une entente avec la Russie sur la question et la Chine en particulier pour pouvoir faire passer ça au Conseil de sécurité? C'est Washington qui pourrait nous dire. Oui, oui, parce que de toute façon, quelle que soit la solution adoptée, il faut que le Conseil de sécurité donne son aval, accepte le principe, quoi qu'il advienne. Absolument. Et on sait que, comme tu le rappelais, la Russie, en un premier temps, avait mis son veto et la Chine s'était abstenue ou je ne sais plus quoi. Mais bon, en effet, ce sont deux pays qui ont le droit de veto sur ces questions. Bon, mais à Montréal, oui, pardon, excuse-moi, la manifestation, c'était à Montréal et à Ottawa. Oui. Rien de spécial? Rien de spécial, sinon que les deux hommes ont mangé ensemble et ils ont fait des annonces, Non, mais notamment je en veux dire, matière au point de vue réaction haïtienne, à Ottawa. non, il n'y a pas eu de manifestation du côté de la communauté haïtienne à Ottawa, comme vous le savez, et Montréal accueille la plus grande partie de la communauté Absolument, haïtienne absolument, oui. ici au Canada, et c'est pour ça que les Haïtiens sont mobilisés sur la question. Et Justin Trudeau a annoncé aussi, Serge, aujourd'hui, une autre disposition par rapport à la migration, parce que c'est un problème Oui, au niveau de la politique 15 000. intérieure pour Justin. Les 15 000, ça c'est une autre histoire, Serge. La première des choses qu'il faut surtout noter, c'est que Justin Trudeau a annoncé d'ici minuit aujourd'hui la fermeture du chemin Roxham. La fermeture de quoi? Je n'ai pas bien entendu. Du chemin Roxham. Oui. Ce chemin-là, c'est un chemin utilisé par les demandeurs d'asile d'origine haïtienne qui sont aux États-Unis pour rentrer ici au Canada pour demander l'asile. Alors, la fermeture, ça sera pas, ils vont pas placer une barrière là ou des poteaux. Non, c'est pas ça. C'est que ils vont retourner aux États-Unis tout demandeur d'asile qui se présenterait à la frontière. Et les 15 000, justement, c'est le nombre d'immigrants haïtiens ou pas qui sont aux États-Unis que le Canada accepterait de la part des États-Unis. Pourquoi? Parce que entre les deux pays, depuis 2002, ils ont signé une entente qui est entrée en vigueur en 2004, une entente qu'on appelle entente sur les pays tiers sûrs pour la question de migration, l'entente veut que si quelqu'un arrive d'Haïti aux États-Unis, la personne doit présenter une demande d'asile aux États-Unis, mais ne peut pas traverser au Canada pour venir en demander ça, et vice-versa aussi. Très bien. Mais cette entente-là n'a pas été respectée et étant donné que les demandeurs sont passés par des points irréguliers à la frontière, donc ce n'est pas des postes frontaliers réguliers, le Canada ne pouvait pas, selon la Convention de Genève, les retourner là-bas, parce que l'entente précisait que les gens doivent arriver à un point frontalier régulier. Donc maintenant, ils ont re-signé l'entente pour dire, écoutez, on va respecter ça. Si des gens se présentent à la frontière, que ce soit à un point régulier ou pas, le Canada se réserve le droit de refouler cette personne-là aux États-Unis pour qu'elle demande l'asile aux États-Unis. Et ça viendrait régler un problème de politique intérieure assez lourd pour Justin Trudeau. Surtout, le Québec, la province du Québec mettait la pression beaucoup sur Justin Trudeau pour régler cette question, puisque ces gens-là sont
chemin Roxham, ça se retrouve au Québec et ces gens-là sont arrivés au Québec, à Montréal et ça a provoqué une crise de logement fou ici. Les prix ont augmenté à cause de ça et à cause d'autres, à cause de la COVID, etc. Mais il y a aussi cette demande-là qui est tellement forte qui a fait en sorte que l'offre est devenue plus chère. Eh bien. Bon, la visite du président Biden est prévue pour combien de jours? 3 jours, je crois? Non, 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 ça finit là, là. Ça finit, c'est moins de 48 heures à peu près. Enfin, il est arrivé hier après-midi, Ah oui, c'est il a ça. coupé au Canada, et puis bon, aujourd'hui, après les annonces, il doit s'en aller à Washington. Ah, OK. Bon, eh bien, Jean Lubin, merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps de nous informer de ce qui se passait actuellement au Canada à l'occasion de la visite du président Biden. Les informations que vous nous avez données sont très importantes. Mais pour l'instant, malheureusement, le sort d'Haïti ne semble pas avoir beaucoup évolué. Non, merci beaucoup, Serge. Merci Jean Numa et bonne continuation et à bientôt pour d'autres À bientôt. nouvelles. À bientôt. Voilà, c'était notre correspondant au Canada, M. Jean Numa Goudou, qui nous tenait informés de ce qui se passait actuellement avec la communauté haïtienne du Canada à l'occasion de la visite du président Biden au Canada. L'Inspection générale des finances a célébré son 15e anniversaire cette semaine. L'organe de contrôle de l'État, créé en 2008, a déjà pris plus d'une centaine de missions à son actif. Le Premier ministre Ariel Henry a pris part à l'exposition de l'Inspection générale des finances. Lors de son intervention, le chef du gouvernement a fait savoir sa détermination à privilégier l'audit, l'inspection et l'évaluation des ressources financières dans l'ensemble de l'administration publique. Selon lui, cette démarche concourt à une meilleure gestion et utilisation des deniers publics destinés à améliorer les conditions de vie de la population. Il a renouvelé son engagement à renforcer les organismes de contrôle de l'État. L'obligation de rendre compte doit représenter l'une des préoccupations majeures communes à tous les dirigeants publics ou privés et à tout citoyen investi de pouvoir confié par des tiers. Ceci vaut tant pour la gestion des ressources financières de l'État que pour la gouvernance politique en général. Dans les jours qui viennent, le gouvernement prendra les dispositions en vue de mettre en place l'organe de contrôle de l'action gouvernementale qui était prévu dans l'accord du 11 septembre 2021 et dans le consensus du 21 décembre 2022. Dans le domaine de la reddition des comptes, c'est une véritable révolution culturelle que j'appelle tous mes compatriotes. Notre pays a beaucoup changé. Nous assistons aujourd'hui à un renversement des valeurs morales et éthiques. Les comportements qui, autrefois, pouvaient jeter un opprobre indélébile sur les citoyens des villes et des campagnes sont considérés maintenant comme un badge d'honneur. Nous qualifions d'intelligent celle ou celui qui arrive à s'enrichir par la fraude. Nous devons changer ce paradigme. Mesdames, Messieurs, nous devons inculquer dès le plus jeune âge à nos enfants les responsabilités de demain, la morale liée aux actions que l'on pose et les conséquences qui peuvent en découler. On dit souvent qu'il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Trouvez-vous normal
que des citoyennes et des citoyens acceptent de payer des sommes extravagantes à des fonctionnaires pour obtenir un service auquel ils ont droit, comme obtenir un passeport. Définitivement, quelque chose doit changer dans nos comportements. Un vieil adage dit que la crainte de la sanction est le commencement de la vertu. Mais, je dis, plus que la sanction, c'est l'intégration dans nos mentalités, la différence de certaines valeurs qui permettront un sursaut salutaire dans le vivre ensemble. L'homme d'affaires admet avoir fourni des fonds, logé les Colombiens et autres suspects impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Rodolphe Jarre confirme avoir aussi monnayé les agents de sécurité du président assassiné, l'ancien trafiquant de drogue, dit à la procureure fédérale Monica Castro qu'il a fourni de l'argent pour payer des armes, de la nourriture et un logement à des commandos colombiens et à d'autres personnes soupçonnées d'avoir exécuté le président haïtien. Le Canada annonce des sanctions contre 2 personnes supplémentaires. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères dit que ces membres de l'élite politique haïtienne apportent un soutien financier et opérationnel illicite à des gangs armés. Il s'agit de l'ancien sénateur des NIP, Nenel Kassi, et de l'ancien candidat à la présidence du parti Bouclier, Steve Cowley. Avec la présence de 14 dignitaires et un ordre du jour qui touche aux questions de migration, de changement climatique, d'économie et d'intégration régionale, le 28e sommet ibéro-américain des chefs d'État et de gouvernement a débuté ce vendredi en République dominicaine. La cérémonie officielle a eu lieu à la forteresse d'Osama en présence des chefs d'État et de gouvernement et des délégations des 22 pays participants. Le sommet de la République dominicaine adoptera 4 instruments grâce auxquels l'Amérique latine établira sa position et proposera des solutions à certains des principaux défis auxquels la région est confrontée. Il s'agit de la Charte ibéro-américaine de l'environnement, de la Charte ibéro-américaine des principes et droits numériques, de la stratégie pour parvenir à la sécurité alimentaire et d'un communiqué spécial sur l'architecture financière internationale. Au cours de la séance plénière, le président Luis Abinader procédera au transfert du secrétariat temporaire de la conférence ibéro-américaine à la délégation de l'Équateur. Les activités se termineront le samedi 25 mars par un dialogue privé avec tous les dirigeants et qui sera dirigé par le président dominicain Luis Abinader. Mon second invité de la journée, mais ici en présentiel dans les studios de Métropole, est M. Lionel Etienne, un vieil ami de la maison, ancien ambassadeur d'Haïti à Paris, et que nous avons invité pour qu'il nous donne son opinion sur les relations qui peuvent exister entre 3 grands amis, entre guillemets, d'Haïti. 3 amis que sont les États-Unis, le Canada et la France, vu la situation que nous confrontons depuis quelque temps déjà, qui s'aggrave chaque jour, et à l'occasion, disons, de la visite du président Biden à Ottawa pour rencontrer le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Donc nous allons faire un petit tour d'horizon
avec notre ami. Bonsoir Lionel Etienne et bienvenue à Métro News. Bonsoir Serge, un plaisir d'être avec Métropole, Télémétropole ce soir. Bonsoir à vos téléspectatrices et téléspectateurs. On commence par quel pays? Les États-Unis? Le Canada? La France? Quand on fait le bilan, il nous reste très peu d'amis aujourd'hui. Ouais. On est encore de plus en plus isolés. Et je crois que c'est de cet isolement-là qu'il faut tirer les avantages nécessaires pour la reconstruction de notre pays. C'est une vieille constante. On a toujours été tenu délibérément à l'écart de l'évolution normale des choses. Sauf que aujourd'hui, les temps ont changé. L'ordre mondial n'est plus le même. On l'a très bien constaté récemment avec ce qui s'est passé aux Nations Unies. Et les dernières informations qui viennent de tomber là aujourd'hui semblent vouloir nous ramener précisément dans l'optique, une nouvelle fois, des Nations Unies. Optique MINUSTA, MINU, comme on le connaît depuis un certain temps, c'est le remake de tout cela. Oui, absolument. Non, parce que... Autant d'expériences qui se sont révélées par un échec. Total. Et je crois que ce dernier échec est peut-être celui que nous attendions pour reprendre en main nos affaires à nous et stimuler notre société civile qui elle-même est restée à l'écart de tout ce qui se passait. On peut plus, on a compté beaucoup trop de décès ces derniers temps. Ce n'est pas possible. Trop de sang haïtien a coulé. Et maintenant, il faut refaire un bilan. Qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Il faut que nous reprenions possession du choix de nos partenaires. Et les temps sont probablement propices pour cela. Parce que l'ordre mondial n'est plus le même. Cela s'annonce depuis un moment déjà. Oui. Le fait que le Canada, comme on l'a entendu tout à l'heure avec le représentant de Radio Métropole à Montréal, le fait que le Canada se soit retiré, souvent nos amis canadiens, c'est un peu dommage, font preuve de maladresse quand il s'agit d'Haïti. Et pourtant, le fait d'avoir en commun avec eux la francophonie est un atout majeur. Et je crois que les États-Unis viennent de perdre cet avantage qu'ils avaient avec le Québec. Et surtout aussi avec le nombre de ressortissants haïtiens que nous avons au Canada. Oui, surtout à Montréal. Avec un Canada qui joue de plus en plus la carte de la francophonie. On l'a vu avec l'élection de Madame Jean pour l'OIF. Oui. On sait ce que ça a donné. Mais les alliances ont changé. Aujourd'hui, dans notre situation, Haïti a toute l'Afrique derrière elle. Une bonne partie aussi de l'Amérique latine. Et pendant ce temps, je crois que la prépondérance, l'hégémonie nord-américaine, l'hégémonie des États-Unis, a pris un coup aussi ces derniers temps. Et je crois que c'est probablement l'une des raisons qui explique la prudence aussi du Canada, lequel Canada vise aussi et compte beaucoup avec l'Afrique. Alors c'est à nous maintenant, je crois, de prendre l'initiative des différents partenariats que nous pouvons établir. Alors, votre correspondant à Montréal tout à l'heure parlait encore de la CARICOM. On connaît la CARICOM, ce n'est pas la première fois qu'ils font partie de... Ils n'ont pas brillé ici. Quant à l'OEA, n'en parlons pas. Ouais. Donc ça veut dire, c'est à nous maintenant de reprendre nos initiatives, singulièrement au niveau de la société civile.
Oui, mais Lionel Etienne, c'est vrai qu'Haïti fait souvent la une de tous les journaux du monde, mais Haïti fait la une de tous les journaux du monde comme pays le plus pauvre de l'hémisphère et le pays où l'insécurité est au top. Mais est-ce que vraiment, je ferai une exception pour le Rwanda, est-ce que vraiment les Africains sont intéressés à nous venir en aide? Je crois qu'il faut vraiment se méfier. Bon, d'abord, ne parlons pas d'aide. À nous appuyer, à nous... Parlons de la mise en place d'une collaboration en partant sur les points d'affinité qui existent. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Haïti, mais toujours dans les mêmes termes. Toujours. Pour une raison très simple. Ce sont toujours les mêmes qui parlent d'Haïti. Il y a toujours un absent quand il s'agit d'Haïti. Ce sont les Haïtiens eux-mêmes. L'initiative ne nous est jamais revenue. Et l'initiative nous revient aujourd'hui, précisément. Et je crois qu'on peut construire effectivement sur ce récent échec des démarches nord-américaines vis-à-vis d'Haïti. Cela doit être un avantage. Ça peut sonner le rassemblement de nos forces vives pour qu'elles interviennent à notre initiative cette fois-ci. Il y a eu un antécédent, ne l'oublions pas. Il y a eu un antécédent majeur qui avait abouti à un succès. Une fois le succès obtenu, l'Américain est encore arrivé très vite pour s'approprier ce succès-là. Je rappelle, je veux parler du départ du président Aristide. Oui. Qui a été le succès véritablement du groupe des 184. Oui. Cependant, malheureusement, il faut aussi en faire le constat et il faut en tirer les conséquences. À peine le président Aristide parti, le groupe des 184 lui aussi s'est retiré, a démissionné, on n'en a plus entendu parler. C'était la défense en vérité d'intérêts strictement personnels. Ça ne va pas se refaire une seconde fois là maintenant. Il nous appartient. Si on a pu se rassembler à ce moment-là, et c'était vraiment un bon mouvement. Et oui, je me rappelle les manifestations dans les rues par dizaines de milliers et plus. Mais quand on fait aujourd'hui le bilan des morts que nous avons enregistrés depuis le début de l'année, des morts, des blessés, et quand on fait aussi le bilan du langage de la presse internationale, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs, on n'entend pas les grands médias, ce sont les petits médias qu'on entend à l'extérieur. CNN n'est pas là, CBS n'est pas là, les grands médias américains ne sont pas là. On ne parle pas beaucoup d'Haïti, ça reste encore en circuit fermé. Parce que de notre côté non plus, nous n'avons pas pris les initiatives qu'il fallait. Et on peut monter à l'assaut de ces médias-là. L'Europe nous attend aussi. Et on peut intervenir, on doit aujourd'hui intervenir au niveau des médias européens. Nous ne l'avons pas fait. La société civile haïtienne a commencé à se mobiliser. Elle en a été dissuadée. Mais il faut dire aussi, il faut souligner ce fait-là, je crois. Nous avons été en quelque sorte formatés aux lamentations. C'est pas... Et ça a été un travail de longue haleine, effectivement. Le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Les laissés pour compte. Et aujourd'hui, on demande l'aide. Alors qu'en réalité, ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'une compréhension de l'extérieur. On n'a pas besoin de l'aide. Et surtout lorsque cette aide se traduit en dollars. On ne peut pas... on est acheté à ce moment-là, on est récupéré à ce moment-là. Et par la même occasion,
non seulement ça casse le moral, mais nous sommes devenus un peuple d'aliénés aujourd'hui, à la merci des autres, à la merci des mêmes. Le monde a changé et les autres ne se sont pas rendus compte. Singulièrement, l'Amérique n'est plus l'Amérique des Monroe. Non, ça change aujourd'hui. Et c'est à nous qu'il appartient justement de prendre, c'est l'occasion pour nous, de prendre en main nos propres affaires. On peut le faire. Lionel Etienne, est-ce que, comme moi, vous avez été choqué de voir à l'intérieur de certaines manifestations de rue en Haïti, je parle des groupes, des manifestations, pas des désordres, pas des attaques, quand il y avait manifestation, est-ce que, comme moi, vous avez été choqué de voir un assez grand nombre de drapeaux russes au milieu des manifestants? Pas du tout. Ça ne vous a pas choqué? Mais alors, pas du tout. C'était parfaitement prévisible. Parce que les antécédents sont là. Il n'y a pas que les drapeaux russes. Il y a toute la pensée asiatique aussi qui est en train de surgir là. Et c'est là, je crois, c'est pas évident. Et c'est l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber précisément. Il est possible que l'Américain lui-même ne se rende pas compte de ce changement à l'opinion. Il est fort possible. C'est le genre de choses qu'il agit. Vous savez, quand il se passe quelque chose en Haïti, l'attitude nord-américaine est toujours la même. On a l'impression qu'ils vont vite sortir des tiroirs, les archives. Voilà comme on a fait la dernière fois, et hop, on reprend les mêmes et on recommence. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe là, maintenant. Mais il n'y a pas seulement que les Russes. Les Russes sont très actifs dans toute l'Afrique aujourd'hui. Oui, surtout avec Wagner, d'ailleurs. Entre autres avec Wagner. Mais c'est dans cet esprit aussi que je le disais tout à l'heure. L'Africain a été profondément choqué par l'assassinat du président Jovenel Moïse. Exécuté chez lui, dans sa chambre à coucher. On a souvent eu l'impression que les Africains étaient plus choqués que nous autres en Haïti. C'est en cela que je parle d'aliénation. On ne s'en est pas rendu compte. Parce que nous avons été coupés du monde extérieur, de l'Occident. Et de l'Occident, y compris auprès de nos alliés naturels qu'ont été les Africains. De même que pour l'Amérique latine. Nous avons été coupés de tout ce monde-là aussi. Mais encore faut-il se mettre en manœuvre. Et comme je disais, il n'y a pas seulement que les Russes que l'on retrouve. Ça me rappelle une anecdote. 2003. En 2003, la Grande Chine délègue une mission commerciale en Haïti. Et elle s'est adressée à la Chambre franco-haïtienne pour en assurer l'accueil et la programmation. On n'en parle pas beaucoup, on a tendance à l'oublier. Et ce fut fait. Et ça a eu un grand succès. 2003, sous le président Aristide. Et je peux vous dire que un des moments les plus forts de cette visite a été un dîner que nous avions organisé à l'hôtel Montana, pour lequel on s'était fait un devoir d'inviter le ministre haïtien du Commerce, qui a eu l'élégance de répondre à notre invitation. Et à un moment donné, ça a été très particulier parce que le ministre, je me rappelle très bien, c'était le ministre Roche, un homme de qualité. Il a voulu prononcer les paroles de bienvenue pour cette délégation-là. Nous nous y sommes opposés. Et c'était carrément après, nous a laissé, parce que ça mettait la délégation chinoise elle-même, on parle de la Grande Chine, là, pas de Taïwan. Et c'était délicat pour les Chinois, mais on est resté ferme sur notre position. Le ministre Roche a eu l'élégance, encore une fois, tranquillement, de se mettre de côté
et de nous laisser à nous, de la Chambre franco-haïtienne, de prononcer les paroles d'accueil. Lorsque la visite s'est prolongée, parce que nous avons programmé aussi une visite au Cap haïtien, où nous étions reçus par la Chambre de commerce du Cap. Les dernières paroles que nous avons eues à l'endroit de cette délégation du commerce chinois étaient de leur dire « Nous espérons que pour la prochaine visite d'une délégation chinoise, elle sera reçue par l'ambassadeur de la Chine à Port-au-Prince. C'était fort. L'ambassadeur de la Grande Chine. Et de la Grande Chine. Et ils nous l'ont retourné là récemment auprès du Conseil de sécurité. On oublie ça. On n'a pas l'habitude chez nous de dresser le bilan de ce qui se fait. Mais ce sont des choses par contre que les autres font à notre place. Et c'est tout ça qui est en train de changer. Malheureusement, Lionel, le temps nous fait la guerre. Nous allons devoir mettre un terme. Merci beaucoup d'avoir placé notre petit Haïti dans un contexte beaucoup plus vaste, celui de l'Afrique, de l'Amérique latine, les relations particulières, et Dieu sait qu'elles datent de Mathusalem avec le grand frère américain, l'attitude du Canada, dont vous dites que c'est peut-être une occasion à saisir pour nous d'élargir notre champ d'influence à d'autres pays. Bon, on va voir. Les Américains sont venus avec une nouvelle approche du problème haïtien. Le Canada ayant mis son veto et refusant d'intervenir, pas seulement d'intervenir, mais même de prendre la tête de ce truc international. Vous dites que c'est l'occasion à saisir. Je souhaite que ce soit vrai. Le réveil de la société civile haïtienne qui peut-être porterait son regard vers d'autres horizons. On va voir. Et en attendant, ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas durer. Ça doit arrêter, mais pour que ça s'arrête, mais mon Dieu, il faut que ce soit nous qui en prenions enfin l'initiative. Exactement. Et l'initiative, je crois qu'elle est là, auprès de notre diaspora. Absolument. Laquelle est directement impliquée maintenant par les différents pays d'accueil auxquels ils appartiennent. Absolument. À commencer par les États-Unis, à commencer par continuer par le Canada, à continuer aussi, y compris par les Bahamas, parce qu'il est question des Bahamas là aussi. Oui, absolument. Il est aussi question de nos alliés les plus proches. L'Europe est à quelques kilomètres d'ici. Et on ne doit pas oublier, il y a 48 heures, le sénateur de la Martinique a rappelé la France à l'ordre à propos de ses devoirs vis-à-vis d'Haïti. Et ceci est valable non seulement pour je parle de de Catherine Conconne, sénateur de la Martinique. Et que nos amis guadeloupéens n'ont pas une attitude différente. Quant à la Guyane, ne parlons pas. Ouais. Et je crois que ce sont autant d'atouts que nous ne devrions pas négliger. Il faut commencer faut pas qu'on s'arrête seulement sur la question de la sécurité. Il faut commencer à prévoir la reconstruction de ce pays-là. Oui, mais encore faudrait-il qu'il y ait au départ une volonté politique ici. Cette volonté politique, je ne la vois pas. C'est à nous de la créer. Bon. À la société civile de faire pression sur ceux à qui il appartient de remplir leurs devoirs et qui ne le remplissent pas. Très bien. Et bon. C'est là, je crois, où nous devons nous atteler. Il faut que nous nous attelions à cela dès maintenant, comme nous l'avons fait antérieurement, pour faire avancer les choses. Sinon, on disparaîtra les uns après les autres dans ce compte-là. Et on en est là aujourd'hui. On va effectivement, on va vers un génocide. Et le génocide, ça ne se fait pas seulement avec le gaz orange. Ça ne se fait pas seulement avec une bombe atomique. Ça ne se fait pas non plus avec les cochons créoles. Ça ne se fait pas non plus avec le riz de l'Arkansas.
Oui. Et tout ça procède de la même chose. Et il faut qu'on en fasse le bilan et qu'on nous armions de toute cette bonne volonté aujourd'hui. Là. Très bien, Lionel. J'espère que ceux qui sont là pour entendre entendront et que nous allons progressivement mais rapidement voir un peu les nuages noirs qui surplombent nos têtes commencer à se dissiper et un petit rayon de soleil apparaître à l'horizon. Tous les nuages noirs, aussi noirs soient-ils, ont toujours une face tournée vers le soleil. Et Exact. c'est celle-là que nous devons rechercher aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel, merci d'être venu jusqu'à nous plaisir. Sur place, dans les studios de Télé Métropole, nous faire part de votre analyse très pertinente, très intéressante et qui jette un coup de projecteur un petit peu neuf sur la situation. Merci, bonne fin de journée, à très bientôt. Ça a été un plaisir, Serge. Voilà, c'était notre ami Lionel Etienne, ancien ambassadeur d'Haïti à Paris, qui nous donnait son sentiment sur l'occasion peut-être qu'il faut saisir pour reprendre nos affaires en main et commencer à sortir la tête de l'eau. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.